Bonjour, je suis Blandine Le Calais. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui dans le cadre de cette semaine monstres et mythologie, même si c'est pas tout à fait selon les modalités qui avaient été prévues à l'origine. On devait se rencontrer en chair et en os et malheureusement, vu les circonstances, eh ben, on va faire ça via un enregistrement que je réalise depuis chez moi. Donc, je suis ici pour vous parler des monstres dans la saga Harry Potter, des monstres de la mythologie gréco-romaine, plus précisément dans la saga Harry Potter. Alors pourquoi est-ce que je peux faire ça? Tout simplement parce que, vous le savez, J.K. Rowling, qui a fait des études de lettres classiques et qui est une grande lectrice de Homère, de Platon, a multiplié dans la saga Harry Potter les références à l'Antiquité, à la mythologie gréco-romaine, et elle les a organisées de manière extrêmement cohérente. Vous le savez, pour jeter leur sort, les sorciers utilisent le latin, ou en tout cas une langue qui ressemble beaucoup au latin, et beaucoup d'entre eux portent des prénoms qui font référence aussi à des personnages de l'Antiquité, alors soit des personnages historiques, soit des dieux de la mythologie gréco-romaine, soit des monstres même. Alors, on a quelques exemples. Ceux qui nous viennent à l'esprit immédiatement, c'est évidemment, par exemple, Minerva McGonagall, le professeur McGonagall, qui porte un prénom qui fait référence à Minerve, la déesse de la sagesse chez les Romains et la déesse de la guerre. Or, Minerva McGonagall, c'est quelqu'un qui est présenté comme extrêmement sage, très intelligent, comme la déesse mythologique. Et c'est aussi une sorcière guerrière, notamment, qui, dans le dernier tome de la saga, organise la bataille de Poudlard. Hein. C'est elle qui prend la direction des opérations. On pourrait multiplier les exemples. On a aussi le professeur de botanique, Pomona Chourave. Pomona, ce prénom fait référence à Pomone, qui est une déesse romaine des jardins, qui protège la croissance des végétaux dans les jardins. Or, le professeur Chourave est professeur de botanique. On va parler un peu plus loin dans cette conférence d'Argus Rusard, le gardien, le concierge de Poudlard, dont le prénom fait référence précisément à un monstre de la mythologie. Albus Dumbledore, Albus en latin, Albus ça veut dire blanc. Ce prénom fait référence à la fois à la longue barbe d'Albus Dumbledore, à ses cheveux blancs, mais aussi à la pureté morale du personnage. Bon, même si on se rend compte dans le courant de la saga que les choses doivent être nuancées de ce côté-là. Hagrid, son prénom, c'est Rubéus, rouge. Or, Hagrid, c'est quelqu'un qui est rougeau, qui est bon vivant, qui est un petit peu ivrogne, donc il a le teint rougeau. Là encore, son prénom est en accord avec son physique. Bref, on pourrait multiplier comme ça les exemples. La saga est organisée avec une multitude de références à des personnages historiques ou plus souvent mythologiques en rapport avec l'Antiquité gréco-romaine. Et bah, si j'ai été invitée à parler de tout ça aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le monde antique de Harry Potter, qui est une encyclopédie qui précisément répertorie toutes les références à, à l'Antiquité qui sont présentes dans la saga Harry Potter. Alors, on ne va pas pouvoir évidemment parler de tout, mais on va se focaliser aujourd'hui sur le thème des monstres et de la monstruosité dans la saga Harry Potter et à travers l'étude comme ça de quelques monstres de la saga qui sont directement créés à partir de monstres mythologiques. Alors, je vais essayer de faire une petite manœuvre de partage d'écran. Je demande votre indulgence parce que je n'ai pas l'habitude encore de bien manipuler tout ça. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Voilà. Et voilà. Non, ça ne marche pas comme prévu. Alors, attendez. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier monstre dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bah, vous l'avez reconnu, hein, c'est un monstre qui apparaît dans le tome 1 de la saga, qui s'appelle Touffu, Fluffy en anglais. Et c'est le chien à 3 têtes qui garde l'entrée du souterrain dans lequel est cachée la pierre philosophale. Donc c'est un monstre, un chien à 3 têtes absolument effrayant et qui a comme particularité de s'endormir lorsqu'il entend de la musique. La seule manière de l'amadouer, c'est de lui jouer de la musique.
Alors, le professeur Quirrell, téléguidé par Voldemort, endort une première fois Touffu en lui jouant de la lyre. Et Harry Potter, lui, va réussir à endormir Touffu en lui jouant d'une flûte que lui a offerte Hagrid pour son anniversaire. Alors, ce chien à 3 têtes, évidemment, il fait référence à un autre chien célèbre de la mythologie gréco-romaine, qui est Cerbère. Cerbère, dans la mythologie gréco-romaine, c'est le gardien des enfers. Et il est posté donc à l'entrée des enfers pour empêcher les âmes qui voudraient quitter les enfers de s'échapper, et surtout pour empêcher les intrus, les vivants qui voudraient pénétrer le royaume des enfers d'y entrer. Théoriquement, aucun être vivant n'a le droit de pénétrer aux enfers. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même quelques exceptions à cette règle. Il y a quelques circonstances dans lesquelles la vigilance de Cerbère a été prise en défaut. Et un des épisodes les plus célèbres, c'est la descente aux enfers d'un poète mythologique qui s'appelle Orphée. Orphée perd son épouse Eurydice qui meurt piquée par un serpent. Et désespéré, Orphée décide de descendre aux enfers pour retrouver sa femme et implorer les dieux infernaux de la libérer pour qu'elle puisse revenir à la surface. Eh bien, pour descendre aux enfers, Orphée doit passer le seuil gardé par Cerbère, et la légende raconte qu'il parvient à amadouer le chien en lui jouant de la lyre, parce que Orphée est un musicien exceptionnel. Donc, sur cette représentation, sur cette peinture, vous voyez Orphée agenouillé devant le roi des enfers, Hadès, et sa femme Perséphone, et qui arrive à les fléchir. On voit ici sur la droite, oui, on voit Eurydice qui est amenée, qui va pouvoir repartir avec Orphée. Et au pied des dieux des enfers, vous voyez le chien Cerbère, le chien blanc. Ici, habituellement, Cerbère est décrit comme un chien noir, mais là, il est blanc. Le chien à 3 têtes qui est lui aussi accroupi, donc totalement subjugué par la musique d'Orphée. Alors, ça va mal se passer pour Orphée, qui ne va pas pouvoir finalement réussir à ramener sa femme des enfers, parce que il avait interdiction de la regarder sur le chemin du retour, de se retourner pour regarder si elle le suivait, et malheureusement il va désobéir, se retourner et perdre Eurydice à jamais. Mais ce qui nous intéresse ici, et ce qui est intéressant pour l'écriture de la saga Harry Potter, c'est que vous voyez que J.K. Rowling va en quelque sorte comment dire, récupérer, transformer le mythe d'Orphée et le mettre à la sauce Harry Potter. Alors, au lieu d'une musique magnifique jouée sur une lyre, c'est une musique assez grossière et assez approximative jouée par Harry Potter sur la flûte grossière que lui a taillée Hagrid pour son anniversaire. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer que J.K. Rowling récupère des mythes assez célèbres et très prestigieux, et elle en fait quelque chose de, je reviens à vous, elle récupère quelque chose d'assez prestigieux, elle en fait quelque chose de plus prosaïque, de plus ordinaire. C'est-à-dire que Harry n'est pas du tout un musicien merveilleux, c'est un musicien complètement débutant qui joue 3 petites notes comme ça, mais ça suffit à endormir Touffu. Donc, on est dans un côté, on dédramatise un peu les mythes avec J.K. Rowling, on les rend familiers, on les rend accessibles, et on leur enlève un peu de leur caractère sublime pour en faire quelque chose un petit peu du quotidien, si l'on veut. Alors, je vais essayer de vous remontrer une image. Je repartage l'écran avec vous pour vous montrer la suite. Je voulais vous montrer une autre représentation d'Orphée face à un Cerbère qui ressemble beaucoup d'ailleurs au Touffu de la saga Harry Potter, hein, vous avez remarqué. Alors, le prochain monstre dont je voulais vous parler, bon, ça c'est une représentation que je vous ai mise parce qu'il y a d'autres héros qui ont eu affaire à Cerbère, et ça c'est le héros Héraclès qui descend aux enfers pour en ramener Cerbère. Ça fait partie justement d'un des 12 travaux d'Héraclès, de ramener Cerbère à la surface du globe. Je vous ai mis cette représentation parce que je trouve qu'on voit très bien le chien, là, vous voyez, il a même des serpents qui lui hérissent un petit peu le pelage. Et j'aime bien cette représentation parce que
on raconte que Héraclès a accompli ses 12 travaux sous les ordres de son cousin Eurysthée. Eurysthée, c'est une espèce de anti-héros assez lâche, très méchant. Il est très jaloux d'Héraclès. Et donc, c'est pour ça qu'il lui impose des travaux très compliqués, parce qu'il espère en fait que Héraclès va se faire anéantir par les monstres. Et donc, on a cette représentation que vous voyez sur la droite, où, on raconte que lorsque Héraclès a ramené Cerbère à son cousin Eurysthée, Eurysthée a été complètement paniqué, terrorisé par le monstre, et qu'il s'est réfugié dans une sorte de la version antique de la panic room, c'est-à-dire une jarre en bronze dans laquelle il s'est entièrement caché pour échapper à Cerbère. C'est ce qui vous est raconté sur cette. Enfin, c'est la scène qui est illustrée sur cette petite cette céramique que je vous montre là. Le prochain monstre dont je voulais vous parler, c'est le basilic. Le basilic, bon, ça c'est une saisie d'écran du film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc le basilic, c'est dans le tome 2 de la saga. Et dans le tome 2 de la saga, Harry est confronté à ce basilic qui est un serpent géant qui est enfermé dans les souterrains de Poudlard. Et ce basilic possède une autre caractéristique qui est qu'il pétrifie quiconque foudroie son regard. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ce basilic, c'est que J.K. Rowling, elle a fabriqué ce monstre qu'elle a inventé à partir de 2 figures mythologiques distinctes. Elle s'est d'abord inspirée de plusieurs monstres, de plusieurs serpents géants de la mythologie gréco-romaine. Le serpent géant que les anciens appellent dragon. Ces dragons mythologiques, ce sont en fait des serpents gigantesques, souvent ailés. Alors, ils sont un petit peu différents, les dragons mythologiques, des dragons auxquels on est plus habitué, nous, qui sont les dragons médiévaux. Les dragons médiévaux, ce sont des espèces de lézards géants, cracheurs de feu. Les dragons de la mythologie gréco-romaine ne ressemblent pas tout à fait à ça. Ce sont des serpents, donc ils n'ont pas de pattes, ils n'ont pas le côté lézard avec des pattes, et ils ne crachent pas le feu. Mais ils sont gigantesques. Et donc, on a tout un tas d'épisodes mythologiques dans lesquels des héros affrontent des dragons géants, des serpents géants. Alors, on retrouve Héraclès, qui va affronter un serpent géant qui s'appelle Ladon, lorsqu'il va voler les pommes d'or des Hespérides dans le jardin des Hespérides. L'arbre dans lequel se trouvent les pommes d'or est gardé par un serpent que Hercule va tuer ou endormir selon les versions de la légende. Je vais vous montrer un petit peu plus tard des illustrations de tous les épisodes dont je vous parle. On a un autre épisode dans lequel c'est le dieu Apollon, le dieu de la musique et le dieu de l'harmonie, qui affrontent le serpent Python. Python, c'est un serpent géant qui a été envoyé à la poursuite de la mère d'Apollon, qui s'appelle Leto, pendant toute sa grossesse. En fait, ce serpent avait été envoyé par la déesse Héra, qui était jalouse de Leto, parce que Leto était une maîtresse de Zeus, le mari de Héra, et elle était donc enceinte des œuvres de Zeus, et évidemment, Héra, pour torturer sa rivale, a envoyé le serpent Python pour la poursuivre durant toute sa grossesse, l'idée étant de l'épuiser et de l'empêcher d'accoucher, en fait, en la poursuivant sans arrêt. Finalement, Leto a pu se réfugier sur une île, l'île de Délos, où elle a mis au monde Apollon et sa sœur jumelle Artémis. Et on raconte que quelques jours après sa naissance, Apollon s'est muni d'un arc et a tué le serpent Python. Et puis, il y a une dernière légende qui a trait à un héros qui s'appelle le héros Cadmos, qui a affronté, là encore, un serpent géant qu'il a tué. Alors, bon, si vous voulez, le motif de l'affrontement du héros contre un serpent géant, c'est un motif récurrent dans la mythologie gréco-romaine. Et en affrontant le basilic, Harry Potter s'inscrit dans un schéma mythologique qui est déjà tout à fait traditionnel dans la mythologie gréco-romaine. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec le basilic inventé par J.K. Rowling, c'est que il se fonde donc sur comment dire, il mélange plusieurs monstres mythologiques. Le basilic a un regard pétrifiant.
Et cette caractéristique de pouvoir pétrifier celui qui croise son regard, c'est la caractéristique d'un autre monstre mythologique qui est la gorgone Méduse. Méduse la gorgone, un monstre au regard pétrifiant, est tué par le héros Persée qui l'affronte et qui parvient à l'approcher en utilisant une ruse. Persée va regarder le reflet de la gorgone dans la surface polie de son bouclier, qui se comporte comme un miroir. Et c'est donc en regardant la gorgone par l'intermédiaire du bouclier que Persée parvient à approcher le monstre et à le décapiter. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette ruse du miroir, J.K. Rowling la récupère lorsque Hermione est trouvée pétrifiée. On trouve dans la main d'Hermione un miroir. C'est-à-dire que Hermione, vous savez, qui est le personnage le plus intelligent de la saga après Dumbledore, hein, c'est vraiment une petite rusée. Elle a trouvé dans des livres des tas de renseignements et elle s'est doutée, elle a compris que le basilic, s'il se promenait dans les couloirs de Poudlard, si on voulait pouvoir l'approcher sans risquer d'être tué par lui, il fallait le regarder dans un miroir. Donc là encore, J.K. Rowling, un petit peu comme tout à l'heure, on avait Harry Potter avec sa flûte grossière, qui jouait trois notes grossières. C'était pas la lyre sublime d'Orphée, c'était la flûte de Harry Potter. Eh bien, Hermione, c'est pareil. C'est pas un bouclier majestueux de héros, mais c'est un objet du quotidien, un miroir à main, que va utiliser l'héroïne pour essayer d'éviter le regard pétrifiant du monstre. Alors, la dernière chose que je voulais vous raconter au sujet du basilic, c'est que le basilic, c'est un animal fabuleux, évidemment, mais auquel croyaient les anciens. Dans l'Antiquité, les anciens pensaient que le basilic, c'était un serpent, mais pas un serpent gigantesque, un serpent de taille normale, mais doté d'une capacité de nuisance extrême. Les anciens pensaient que le basilic, c'était donc un petit serpent, mais qui était extrêmement venimeux et qui pouvait même avoir la capacité de tuer quiconque croisait son regard. Donc, son nom, basilic, ça vient du grec basileus, qui veut dire le roi, et basilic, c'est basiliskos, c'est le petit roi. Donc, le basilic, c'était le petit roi parce qu'on croyait que ce serpent fabuleux avait sur la tête une petite crête de chair en forme de couronne. Donc, voilà pourquoi on l'appelait le petit roi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la saga, J.K. Rowling récupère cette étymologie parce qu'il y a un passage où on a une description du basilic dans un livre et il est dit le basilic, c'est le roi des serpents. Donc elle récupère cette étymologie, elle fait un petit clin d'œil à l'étymologie grecque du mot, elle n'oublie pas que le basilic est le roi des serpents. Je vais vous montrer quelques illustrations de tout ce que je viens de vous raconter. Alors, voilà. Voilà, ça c'est des représentations du basilic. Bon, vous voyez le nom en latin, basiliscus, mais c'était basiliskos pour les Grecs. Donc un serpent fabuleux, mais dont on croyait vraiment que l'existence était réelle dans l'Antiquité. Et sur la tête, il a une petite couronne de chair que vous voyez là, hein, une petite crête de chair en forme de couronne qui lui vaut son nom. Ça, c'est une mosaïque qui représente l'affrontement de Héraclès et de Ladon, le gardien de l'arbre aux pommes d'or. Donc, vous voyez Héraclès sur la gauche armé de sa massue, et puis le serpent géant des Hespérides qui entoure l'arbre aux fruits d'or. Ça, c'est une représentation de l'exploit de Apollon. Donc, quelques jours après sa naissance, vous voyez que le dieu est déjà adulte et il est en train de tuer le serpent Python. Alors ici, c'est une gravure qui doit dater du XVIIIe siècle et vous voyez que le serpent est déjà figuré comme un dragon médiéval en fait. Hein. On est déjà passé, on a basculé de la représentation antique du dragon comme serpent géant à une représentation de type médiéval
du dragon comme une espèce de gros saurien, enfin une espèce de lézard, en tout cas avec des pattes. Et ça, c'est le héros Cadmus qui est en train d'affronter, là encore, un serpent géant qui ressemble d'ailleurs un peu à un basilic. Vous voyez qu'il a une espèce de crête rouge sur la tête. Voilà Cadmos en train d'affronter le serpent géant, gardien de la source d'Arès. Ça, c'est Méduse la Gorgone, c'est l'autre monstre qui a inspiré le basilic de J.K. Rowling. Méduse avec son regard pétrifiant, qui a quand même un lien avec le serpent, parce que déjà le monstre mythologique, le monstre Méduse, avait une chevelure de serpent. Et la deuxième raison, c'est qu'on raconte qu'une fois que le héros Persée a coupé la tête de Méduse la Gorgone, il a survolé le désert africain grâce aux sandales ailées que lui avait prêtées le dieu Hermès. Et la légende dit que les gouttes de sang qui se sont écoulées du cou tranché de Méduse la Gorgone sont tombées sur le sable chaud du désert africain et l'ont fécondé et ont donné naissance à toutes les races de serpents. Donc, indirectement, Méduse la Gorgone, indirectement ou même peut-être très directement, Méduse la Gorgone est la mère de tous les serpents, dont le serpent basilic. Donc vous voyez qu'il y a quand même un lien de parenté. J.K. Rowling connaissait, je pense, enfin c'est même une certitude, connaissait cette légende. Donc elle a assez malicieusement organisé une sorte de syncrétisme, de mélange entre la figure du basilic et la figure de sa mère, en fait, Méduse la Gorgone. Voici une représentation du XVIIIe siècle hein, qui montre Persée brandissant la tête de Méduse la Gorgone. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement maintenant et je continue avec un deuxième enregistrement à vous parler des monstres mythologiques avec cette fois-ci la figure des Vélanes qui ressemble beaucoup aux sirènes de la mythologie gréco-romaine.